Bonjour, dimanche en politique, la suite. La nomination de François Bayrou au poste de Premier ministre va-t-elle changer la donne politiquement et pour les Français? Les oppositions l'attendent de pied ferme, notamment lors de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale prochainement normalement. Son premier test, ce sera le budget 2025, laissé en plan par son prédécesseur, renversé après 3 mois à Matignon par une motion de censure. François Bayrou tiendra-t-il plus longtemps? Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste et l'invité de dimanche en politique. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va d'abord parler de Mayotte, bien évidemment. Le cyclone Chido a ravagé Mayotte ces dernières heures. Les dégâts matériels sont énormes. Le premier bilan humain fait état de 14 morts. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, se rendra sur place demain. Ils ont vécu une journée d'horreur face au vent et à la pluie qui a touché Mayotte. Quasiment toutes les maisons en tôle se sont effondrées, envolées. Moi, ma propre maison n'existe plus d'ailleurs. Les arbres sont tombés, il n'y a plus de réseau, il y a des blessés. En fait, il y a des gens qui ont pris des tôles sur les bras, sur le corps, etc. Après le passage de la tempête, les Mahorais retrouvent leur village totalement détruit. La plupart des maisons faites de bois et de tôle se sont envolées en quelques instants. Dans la capitale du territoire le plus pauvre de France, même les bâtiments les plus solides sont touchés, comme le bloc opératoire de l'hôpital, dont les fenêtres ont explosé par la force du vent. L'appartement de cet habitant est totalement détruit. Face à la violence du cyclone, il a dû réagir en vitesse. Non, on était ici, donc lorsque ça s'intensifie, je me suis précipité ici. Caché dans un placard. Et après, là, moi et ma femme. Comme lui, de nombreux Mahorais ont passé la nuit dans des abris de fortune. Certains ont même envisagé le pire. Le matériel, on va réparer, mais notre corps, on ne va pas réparer. Dieu merci, on est vivant. Afin de garantir leur sécurité, les autorités appellent les 320 000 habitants de Mayotte à rester confinés jusqu'à nouvel ordre. Olivier Faure, ce qui se passe à Mayotte, c'est un drame national. Bien sûr, il faut rappeler à toutes celles et ceux qui l'oublient, Mayotte, c'est la France. Et donc, d'abord, je veux dire ma solidarité avec les Mahorais. Ces images sont terribles, c'est le territoire le plus pauvre de la République. Et derrière ce cyclone qui a dévasté le pays, eh bien, ce sont maintenant des femmes, des hommes qui sont sans abri, qui cherchent à manger, qui cherchent de l'eau potable. Vous disiez tout à l'heure, avec il faut des pas risques oublier que c'est un d'épidémie de choléra. département français. Bien sûr. Ça a été trop oublié. Oui, je le pense. Je pense que quand on voit ces images et quand on voit même ce qu'était Mayotte avant le cyclone Chido, on peut se dire que nous devrions avoir parfois honte de laisser une partie du peuple français vivre dans ces conditions-là, oui. Et ça s'adresse à tous les gouvernements, parce que c'est pas nouveau. Ça s'adresse à tous les gouvernements. Je ne cherche pas, là, à porter la faute sur l'un ou sur l'autre. Je dis simplement que on devrait avoir honte, vous dites. Nous sommes un pays qui a la chance, l'immense chance d'être ce pays dans lequel on dit souvent que le soleil ne se couche jamais, parce que d'un bout à l'autre du monde, nous avons en fait des territoires qui sont des territoires français. Nous sommes la deuxième puissance maritime du monde. C'est d'un atout extraordinaire, mais encore faut-il ne pas, par intermittence, s'intéresser seulement dans l'urgence à ces territoires, mais s'occuper d'eux en permanence. Il y a aujourd'hui des questions de sécurité, il y a des pillages qui sont organisés depuis l'année dernière, il y a toute une série de manques qui sont des manques cruels. Une cellule de crise a été mise en place autour de François Bayrou, évidemment, dès hier. La continuité de l'État est assurée, ça vous rassure? Oui, ça me rassure, bien sûr. Enfin, là, c'est quand même le minimum que nous puissions réaliser. Et puis, je veux le dire aussi, si aujourd'hui, il y a des cyclones qui reviennent à un rythme plus régulier, c'est tout simplement la conséquence de ce réchauffement climatique. Les océans sont plus chauds, et donc c'est la raison pour laquelle on a des cyclones de plus en plus violents. Et donc, ça met en cause aussi notre responsabilité, d'un point de vue plus général, sur le réchauffement climatique, et c'est la raison pour laquelle ça ne peut plus attendre. Et on ne peut pas faire comme si cette question-là devait être renvoyée à d'autres pays. La France, l'Union européenne, pour entraîner le monde, doit prendre aussi le leadership sur cette question du réchauffement climatique. Sur cette photo, regardez, c'était François Bayrou, et Bruno Retailleau hier à la sortie de la cellule de crise. Bruno Retailleau, que vous ne souhaitez pas voir rester au ministère de l'Intérieur. En attendant, il fait bien le travail. C'est son travail. Pour l'instant, sa mission est évidemment de continuer à assurer la continuité de l'État. Il est ministre démissionnaire, peut-être sera-t-il renommé, je n'en sais rien. Ce que je dis, c'est qu'il est logique qu'il fasse ce boulot-là. Mais vous ne souhaitez pas qu'il soit renommé?
C'est pas moi qui choisis. Mais c'est vous souhaitez effectivement, c'est pas mon souhait. Pourquoi? Et je le dis aussi, tout simplement, quand je le vois tout à l'heure sur vos images, en train d'accueillir le pape François. Bon, je veux bien qu'il soit, qu'il se proclame fervent catholique, mais moi je préfère en l'occurrence ce que dit le pape François sur les questions migratoires à ce que dit Bruno Retailleau. Enfin, il est ministre des cultes en même temps, Bruno Retailleau. C'est peut-être pour ça qu'il va voir le pape François. Sans doute, mais c'est lui qui en permanence d'ailleurs se réclame d'une religion. Moi je ne me réclame de rien, je dis simplement qu'il y a aujourd'hui des détresses humaines que nous ne pouvons pas ne pas considérer. Et ce que je vois, c'est que Bruno Retailleau est celui qui s'est battu contre l'état de droit, qui veut rétablir aujourd'hui une loi immigration qui reprenne tous les articles qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel et qui cherche en réalité à faire des clins d'œil de plus en plus appuyés à l'extrême droite. Donc si Bruno Retailleau reste au gouvernement, ce sera un casus belli pour vous? Mais ce sera effectivement un casus belli. Ce sera aussi, nous vérifierons dans ce cas-là ce qu'il fera. S'il abandonne toute volonté de venir sur ce terrain-là et qu'il oublie la préférence nationale, qu'il oublie tout ce qui a été dans la loi précédente, alors effectivement, peut-être sera-t-il dans une forme de rémission. Mais s'il est simplement à répéter ce qu'il a déjà dit, s'il dit, comme il le dit lui-même, s'il ne se renie pas, alors effectivement, ce sera front contre front, parce que nous ne pouvons pas accepter d'avoir quelqu'un qui aujourd'hui... Front contre front, lequel de front? Nouveau Front populaire contre front contre front, c'est une expression qui dit que ce sera bloc contre bloc, si vous préférez. Mais ce sera le Front populaire contre ce que dit M. Bruno Retailleau. Quand on a un front à lui tout seul. Vous vous rendez compte que Bruno Retailleau a été... seul. Lui, ses amis. Tout le bloc central, donc. Ceux qui le soutiendront, on verra bien. Moi, ce que je sais, c'est que, y compris dans ce que vous appelez le bloc central, il y a beaucoup de gens qui étaient très gênés l'an passé quand ils ont dû adopter cette loi immigration et qui ont compris qu'ils étaient allés un pas trop loin et que Michel Barnier et Bruno Retailleau ont été un pas plus loin encore. Donc, est-ce qu'on accepte à chaque fois de franchir de nouvelles frontières ou est-ce qu'au contraire, on se dit à un moment, non, l'état de droit, ça se respecte. Et les minorités et les cultes, et les différents cultes, y compris les migrants, doivent être respectés pour ce qu'ils sont, des êtres humains. Alors, un nouvel épisode de la vie politique française est entamé avec la nomination d'un nouveau Premier ministre vendredi, François Bayrou, une nomination arrachée, semble-t-il, dans le bureau d'Emmanuel Macron, et qui a suscité beaucoup de réactions. Je n'ignore rien de l'Himalaya qui se dresse devant nous, de difficultés de toute nature. La première est budgétaire, naturellement, puis politique, et puis de l'éclatement de la société où nous sommes. On s'aperçoit que finalement, Emmanuel Macron a utilisé tout ce temps-là pour amuser la galerie. Et son objectif, moi j'ai toujours pensé, c'était de nommer un Premier ministre qui avait quand même pour charge, avant tout, de continuer la même politique économique qui est minoritaire dans le pays. Donc nous, ça sera le même scénario. Ça sera de construire les choses pour arriver à une motion de censure. Si c'est pour garder les mêmes au poste stratégique, dont M. Retailleau à l'intérieur, si c'est pour ne rien faire sur les retraites, si c'est pour ne rien faire sur l'écologie, si c'est pour ne rien faire sur la justice fiscale, très sincèrement, je ne vois pas quel autre choix nous aurions que de le censurer quand nous en aurons l'occasion. Nous sommes devant le risque d'une tempête financière. Si nous ne rétablissons pas nos finances, ça fera partie des conditions pour que nous soyons prêts à participer à l'action du prochain gouvernement. Nous ne nous renierons pas. Chacun sait quelles sont pour nous les priorités essentielles pour l'avenir. Je citais la question de l'immigration, de la sécurité, de l'agriculture. Nous avons été très clairs, il n'y aura pas de censure a priori. Si M. Bayrou souhaite durer, alors il doit très rapidement recevoir l'ensemble des formations politiques, écouter les exigences des uns et des autres et pouvoir remettre tout le monde autour de la table dans le cadre de la discussion budgétaire. Olivier Faure, message reçu, puisque François Bayrou reçoit dès demain et en premier Marine Le Pen en tant que présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Vous aviez fixé comme limite que le nouveau Premier ministre ne dirige pas sous la pression du RN. Alors ? Bon, qu'ils les reçoivent, ça me paraît normal, ça me paraît légitime qu'ils reçoivent tous les partis politiques qui sont à l'Assemblée. Vous n'avez pas l'impression qu'il sera déjà sous la pression du RN? Mais ça, on verra. Ce sera effectivement un vrai sujet de désaccord avec François Bayrou si, d'aventure, il était lui aussi dans une forme de glissement toujours plus à droite et dans une forme de reprise de ce qu'est le projet de l'extrême droite. Vous serez reçu, le Parti socialiste sera reçu. Et nous serons reçus demain aussi. Et c'est normal qu'ils reçoivent toutes les formations politiques. Mais que le RN soit mieux traité que vous, ça ne vous choque pas plus que ça? Bon, je ne sais pas s'il sera mieux traité que nous. Il est en premier. Il est premier parce que c'est le groupe le plus important à l'Assemblée, numériquement. Mais on verra bien ce qu'il fera ensuite. Moi, je ne juge pas sur des questions protocolaires, je juge sur des questions de fond. La seule question qui m'intéresse, c'est
ce qu'on apporte demain aux Françaises et aux Français. Alors on va y revenir. Si la politique qu'il conduit est une politique qui cède aux chimères de l'extrême droite, alors effectivement, il sera sanctionné. S'il continue, s'il prolonge simplement la politique d'Emmanuel Macron, alors il sera sanctionné aussi. Ça veut dire quoi? Il y aura dans ce cas-là une motion de censure? Ça veut dire que nous avons, les mêmes causes produisent souvent les mêmes effets. Donc une motion de censure. Et donc le président de la République, en nommant François Bayrou, a peut-être fait le choix de la continuité. Si c'est le cas, alors effectivement, les mêmes sanctions interviendront. Je ne suis pas venu vous dire que j'étais celui qui venait rendre les armes tel Vercingétorix face à César. C'est pas du tout. Parce qu'on avait un peu compris ça quand vous avez dit, par exemple, que vous étiez prêt à abandonner toute idée de motion de censure si le gouvernement n'utilise pas le 49.3. Mais François Bayrou, lui, trouve que c'est formidable le 49.3. Il le disait il y a encore quelques jours. On a dit beaucoup de mal du 49.3, mais c'est vital pour la 5e République sans majorité. Il n'y a rien de plus démocratique que le 49.3. Oui, je doute que ce soit ce qui est le plus démocratique et les Français le comprennent bien. Vous dites, vous êtes déjà prêt à ne pas voter de motion de censure, mais lui, il est prêt. Mais je n'ai rien dit du tout. J'ai dit exactement l'inverse. J'ai dit que la non-censure n'était pas un acquis. Ça veut dire que, effectivement, moi, ce que je souhaite, c'est peser de toutes nos forces à chaque étape pour faire en sorte d'arracher le maximum de victoires pour les Françaises et les Français. Si donc demain, François Bayrou considère que la seule chose qu'il ait à faire, c'est de faire exactement ce qui était fait précédemment, alors évidemment, il nous trouvera face à lui. Alors concrètement, est-ce que François Bayrou doit abandonner l'idée de son prédécesseur de faire 60 milliards d'économies? Mais moi, je n'ai pas de problème avec l'idée de 60 milliards. J'ai un problème avec la façon dont on le fait. Et c'est ce que nous avons exprimé pendant tout le débat budgétaire. Moi, je n'ai pas de difficulté avec l'idée qu'il faille, évidemment, résorber la dette, résorber les déficits. C'est une obligation qui nous est faite, ne serait-ce que parce que nous empruntons chaque fois plus cher et que nous avons des intérêts de la dette qui sont tellement élevés qu'ils seront bientôt l'équivalent du budget de l'éducation. Donc oui, il faut réduire l'ensemble des déficits et de la dette. Mais comment est-ce qu'on fait? Il y a deux choix possibles. Il y a un premier choix, c'est de continuer à faire comme M. Barnier et donc d'aller prélever sur l'ensemble des Françaises et des Français. Dans leur immense majorité, c'est le ticket modérateur, donc on paiera plus cher la consultation médicale. C'est ce qu'on fait sur l'électricité, donc il faudra payer plus cher sur l'électricité. C'est tout ce qui a été entrepris par eux sur les services publics, en demandant à ce qu'on réduise les services publics locaux, collectivités locales et nationaux, éducation, sécurité, justice, santé. Ou est-ce qu'on cherche de nouvelles recettes? Donc, et moi, je suis partisan de la deuxième solution. Trouver des recettes, notamment en allant les chercher là où elles se trouvent. Figurez-vous que depuis 7 ans, il y a des gens qui ont vu leur fortune doubler. C'est ça que vous allez dire à François Bayrou demain? Bien sûr, mais c'est ce que je dis depuis des mois et des mois. D'accord, vous lui direz dans son bureau. Et en ressortant, si vous n'avez pas ces garanties-là, qu'est-ce que vous faites? Mais d'abord, je veux entrer dans une discussion avec lui sérieuse. Il se peut que vous n'ayez pas ces garanties-là. Mais demain, je ne suis pas sûr qu'on obtienne des garanties immédiates. C'est tout ou rien ou c'est juste certaines choses? Mais j'ai dit à plusieurs reprises que j'étais favorable à l'idée de compromis. Je sais bien que nous ne sommes pas majoritaires absolus, que nous ne pouvons pas nous imposer. Mais François Bayrou, de la même façon, n'est pas majoritaire absolu et il ne peut pas non plus s'imposer. Donc ça suppose qu'à un moment, il y ait une logique qui soit de dire, bon, provisoirement, dans un moment où personne n'a la majorité absolue, nous devons essayer de faire un chemin qui permette aux uns et aux autres de s'y retrouver. Et donc, moi, ce que je veux, c'est par exemple que sur les recettes nouvelles, on puisse permettre d'épargner les Françaises et les Français. Je prends l'exemple du ticket modérateur. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a déjà des franchises médicales qui ont doublé l'an passé. Maintenant, on voudrait dire que quand on va chez le médecin, il y a un reste à charge qui est de 16 € pour ceux qui n'ont pas de mutuelle, de 21 € pour ceux qui n'ont ni mutuelle ni médecin Marie Dariussec qui fait partie du MoDem, le même parti que François Bayrou qui a défendu ça. Oui, et alors? Vous risquez d'avoir la même chose à l'arrivée, non? Mais si nous avons la même chose, il y aura la même réponse. C'est assez simple. Alors justement, à ce propos, parce que la France Insoumise va déposer une motion de censure, vous la gardez en réserve au cas où ça tournerait mal? Vous pourriez la voter au cas où ça tournerait mal? Mais moi, je n'ai aucune... Enfin, je souhaite une discussion, et en fonction de la discussion, nous verrons ce que nous faisons. Si ça tourne mal, vous votez la motion de censure de LFI? Mais évidemment. Nous pourrons en déposer une, nous pourrons en déposer une commune, peu importe. Ce que je dis, c'est que je veux que, plutôt que de dire, comme d'autres, que c'est a priori non, moi, je souhaite une discussion. Et si de la discussion, il y a des avancées possibles, que nous puissions arracher pour les Français, je les prendrai. Mais c'est bien qu'il y ait une motion de censure en réserve au cas où. Mais elle est toujours en réserve. Celle de la France Insoumise, en l'occurrence, qui sera prête. Mais celle de la France Insoumise, je dis, on pourra en déposer une commune dans ces cas-là. Nous avons aussi la possibilité d'en déposer une, nous, comme socialistes. Tout est possible. Ce que je dis, c'est que je ne veux pas dire les choses a priori parce que je veux donner mais vous fermez une pas chance la au porte produit. à une motion de censure de LFI s'il fallait il aller n'empêche que
je suis pas complètement né hier, et donc malheureusement, et donc je sais aussi que la volonté du chef de l'État comme du Premier ministre, ça n'est pas de nous écouter. Autrement, aujourd'hui à Matignon, ce serait un socialiste qui y serait, ou un écologiste, ou un communiste. Alors justement. Mais donc, je veux cette discussion et je souhaite que nous puissions avancer et je souhaite que nous puissions apporter aux Français à la fois stabilité mais aussi justice. Justement, avec François Bayrou, le Parti socialiste va-t-il pratiquer la même opposition qu'avec son prédécesseur? Cette semaine, vous êtes à l'Élysée parce qu'il faut rappeler quand même ce qui s'est passé ces derniers jours. Pourquoi et comment un changement de locataire à Matignon fait trembler la gauche? On se souvient que pour censurer le gouvernement Barnier il y a 10 jours, toutes les nuances du NFP étaient d'accord. Cette motion de censure n'est pas une fin en soi. Notre responsabilité est de présenter une issue et des solutions. Les socialistes veulent alors pousser l'avantage et prennent le chemin de l'Élysée, ce qui fait grincer des dents chez les Insoumis. Nous, effectivement, nous sommes prêts à construire un chemin avec des concessions, forcément, parce que nous n'aurons pas d'autre possibilité. Moi, je leur dis, revenez à la maison. Ils sont partis, là? Bah là, en l'occurrence, ils ne sont pas partis, mais ils se sont aventurés. Que le gouvernement renonce au 49.3 et donc renonce à tout passage en force, et en échange de quoi, les oppositions renonceraient à une motion de censure. C'est finalement François Bayrou qui arrache sur le fil sa nomination et n'oublie pas sa première référence à gauche. Le soir où François Mitterrand a été élu président de la République, son premier mot, quand on lui a apporté les résultats, a été « enfin, les ennuis commencent ». Il faut dire, avant de nouer l'alliance du dépassement avec Emmanuel Macron, François Bayrou a été celui qui penchait souvent à droite, mais une fois à gauche en 2012. Le vote pour François Hollande, c'est le choix que je fais. 12 ans après, les socialistes s'en souviendront-ils? L'ancien président entrouvre les portes qu'il referme aussitôt. Attendre semble une option. Du côté des socialistes et du côté, en tout cas de mon côté, il y aura cette volonté d'assurer la stabilité, mais aussi de rechercher partout, ça sera nécessaire, dans quelques domaines que ce soit, les avancées que souhaitent les Français, tout en étant clair, l'opposition est l'opposition, la gauche est la gauche, et il y a un gouvernement qui doit gouverner. Y aura-t-il des socialistes dans le gouvernement Bayrou? Le NFP surmontera-t-il sa crise et que penseront les électeurs du Front républicain de tout cela? À suivre. Question. Mais je vais d'abord m'arrêter sur François Bayrou qui avait appelé à voter François Hollande en 2012, qui avait permis d'ailleurs à François Hollande d'être élu. Ça avait certainement compté. Avez-vous le sentiment que le Parti socialiste a une sorte de dette envers le nouveau Premier ministre? Non, nous avons une dette envers les Françaises et les Français. Non mais là, dette politique. Mais il n'y a pas de dette politique Parce que en c'est peut-être pour l'occurrence. ça que vous le regardez avec des yeux plus amènes que Michel Barnier, finalement, François Bayrou. Je regarde avec des yeux identiques. Michel Barnier, quand il est devenu Premier ministre, j'ai considéré qu'il était en réalité une imposture parce qu'il était issu du parti le plus petit ou presque. Bah là, c'est encore plus petit. Et là, c'est la même chose. C'est encore plus petit. Encore plus petit. Mais c'est quelqu'un qui a appelé à voter François Hollande en 2012, ça compte. Mais 2012, c'était 2012, oui, nous sommes en 2024, c'était il y a 12 ans. Et alors? Et donc, c'est le dernier président de gauche. Non, mais depuis 7 ans, François Bayrou accompagne la politique d'Emmanuel Macron. Et donc, le risque, c'est la continuité. L'espoir, c'est qu'il y ait malgré tout un changement de cap, aussi minime soit-il, mais permettre aux Françaises et aux Français d'avancer sur un chemin qui n'est pas celui de tout le bilan, rien que le bilan. Avançons. Emmanuel Macron vous a dit, quand vous êtes allé le rencontrer cette semaine, qu'il ne voulait pas dissoudre l'Assemblée nationale d'ici 2027. Est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est souhaitable. Mais est-ce que c'est possible? Nous verrons bien. Ça dépend des motions de censure, par exemple. Peut-être. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend aussi de sa capacité à faire en sorte d'aller chercher, d'aller entendre ce que disent les oppositions. Moi, je ne souhaite pas une grande confusion avec tout le monde dans le même gouvernement, mais je souhaite que dans la confrontation, de point de vue, la droite, la gauche, en l'occurrence la droite gouvernementale et puis la gauche parlementaire, eh bien, il puisse y avoir des moments où il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être un soutien sans participation? Non. Ce n'est pas une question de soutien, c'est une question de se dire que dans la confrontation, je me répète, c'est-à-dire qu'on vient chacun avec ses positions, et comme nous savons les uns et les autres que nous n'avons pas de majorité absolue,
eh bien que nous sommes obligés, au moins temporairement, de trouver des compromis. Alors, donc, ces compromis, il y a deux tests, pas plus, pas moins. Il y a deux tests très proches. Demain, la loi spéciale qui va être débattue à l'Assemblée nationale pour que l'État puisse prélever des impôts. Et il est question d'aligner les impôts sur l'inflation pour éviter que des Français n'entrent dans les impôts et se deviennent imposables. Je fais en résumé autant que possible. Là, vous dites, il faut absolument cet amendement pour que les Français qui n'étaient pas imposables ne deviennent pas imposables. Mais Gérard Larcher, qui est président du Sénat, dit « c'est pas constitutionnel, donc je m'y opposerai ». Vous irez jusqu'où ? Mais je ne crois pas que Gérard Larcher soit président du Conseil constitutionnel. Donc, non, mais il a dit dans la tribune dimanche, il a dit qu'il bloquera. Mais il a dit ce qu'il veut. Mais en fait, la réalité, c'est que nous déposerons cet amendement. Nous espérons qu'il sera recevable, qu'il sera ensuite adopté. C'est pas sûr encore. Et nous verrons bien ce que fait le Conseil constitutionnel, parce que ce que nous devons chercher, c'est à sécuriser les Français le plus rapidement possible. Et si ça n'est pas possible dans la loi spéciale, nous recommencerons en janvier dans le cadre d'une loi de finances. Alors, dans le cadre d'une loi de finances, c'est le budget 2025. C'est très simple pour le gouvernement. Parce que, pour l'instant, vous l'avez dit, François Bayrou n'a pas de majorité pour faire passer son budget. Il doit compter sur l'abstention ou le vote pour de certains de ses opposants. Ça pourrait être le RN, pas sûr. Ça pourrait être le PS aussi, qui s'abstient. Ça peut être toutes celles et ceux qui sont prêts, enfin surtout qui seront entendus. Vous êtes prêt à vous abstenir sur le budget 2025 ? Mais moi, je suis prêt surtout à obtenir d'abord des victoires pour les Françaises et les Français. Et si c'est le cas, vous abstenez ou vous votez le budget ? En fonction de ce qui se passera, nous verrons bien comment nous votons. Vous pourriez voter le budget 2025 ? Mais je ne pense pas, parce que je ne pense pas que François Bayrou soit prêt à reprendre le programme du Front populaire. Donc je ne suis pas complètement stupide et je suis assez lucide sur la question. Mais entre le fait de s'opposer par une motion de censure ou voilà, on peut aussi considérer à un moment que les acquis du débat budgétaire permettent d'avancer et encore une fois, et permettre il n'est pas majoritaire, nous ne le sommes pas non plus. Et permettre une abstention sur le budget. Ça suppose que chacun fasse un pas. Et permettre une abstention sur le budget. Et on verra bien à ce moment-là. Ça pourrait être un pas, ça, l'abstention. On verra bien en fonction de ce qu'il se passe, en fonction de ce qu'il nous donne, parce que chacun doit avoir en tête que personne n'est majoritaire et donc qu'il y a forcément des concessions à apporter. Il nous reste 4 minutes d'émission. On accueille très rapidement Sophie Dravinel, journaliste politique, pour sa carte blanche de nouveau. Rebonjour Sophie. Francis. Et vous êtes intéressée à ce qui s'est passé autour de l'Élysée. Absolument. Je me suis interrogée autour de l'Élysée, oui, parce qu'en fait, il y a eu hier soir des tirs de mortier d'artifice qui ont été tirés à proximité de l'Élysée. Alors, ce sont peut-être des marginaux, mais est-ce que vous avez le sentiment que cette atmosphère potentielle de violence peut être réveillée par des appels à la destitution? Non, je ne pense pas que ce soit lié. Je ne pense pas que... Enfin, bien sûr, aujourd'hui... Je ne dis pas que ce soit lié, mais est-ce que ça peut réveiller? Réveiller, je ne sais pas non plus. Ce que je dis, c'est qu'il y a forcément une forme d'exaspération dans le pays. Pourquoi? Parce que le président de la République a été sanctionné à 3 reprises. Il a été sanctionné aux élections européennes, puis aux élections législatives. 2 tours. Et que malgré ces avertissements sérieux, malgré le fait que les Français aient porté en tête du scrutin le Front populaire, il a fait un choix, celui d'abord de nommer Michel Barnier, puis maintenant François Bayrou. Et donc, si rien n'est entendu, si le président continue à considérer qu'il faut continuer à préserver son bilan, ne pas toucher à la réforme des retraites, ne pas toucher aux salaires, ne pas toucher aux services publics, au contraire, ne pas les renforcer, forcément, il y a des gens qui vont, à un moment, être excédés. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui, malheureusement... Vous les comprendrez. Mais c'est pas que je les comprends, c'est que je vois bien ce qu'il se passe, c'est que les gens, quand ils ne sont plus entendus, parfois, ils cèdent à la violence, ce que je réprouve. Alors justement, vous dites que vous êtes absolument opposé, vous aviez dit que vous étiez opposé à une élection présidentielle avant 2027, mais est-ce qu'il y a des éléments qui vous feraient changer d'avis? Si le président démissionnait, oui, mais est-ce que vous souhaiteriez qu'il puisse démissionner? Est-ce qu'il y a un élément qui vous ferait changer d'avis, du type, si jamais il y avait à nouveau une censure, s'il y avait une nouvelle dissolution, est-ce que ce serait pour vous des éléments qui vous feraient appeler à cette Mais la réalité, c'est que si le président démissionnait demain matin, qu'est-ce qui se passerait, Sophie Dravinel? La réalité, vous la connaissez, il y aurait la même assemblée. Il ne pourrait pas en changer. Il ne pourrait pas dissoudre. Donc quel est l'intérêt de se retrouver Mais quel serait l'intérêt de retrouver un président qui serait immédiatement impuissanté par
une assemblée dont il n'a pas la maîtrise. Donc je crois que ça n'est pas la bonne solution et qu'il faut pour l'instant assurer la stabilité. Alors, il y aura peut-être le moment d'une élection anticipée, je n'en sais rien, mais ce n'est pas le moment. Et quelles élections, quel type de scrutin? Absolument, parce qu'à propos de travail en commun, la proportionnelle, François Bayrou la défend historiquement, le NFP l'a mis dans son contrat. Est-ce que ça fait partie des terrains d'entente? Ça fait partie des sujets qu'il faut discuter. Ça fait partie... Vous êtes favorable? Historiquement, vous ne l'étiez pas trop, vous, personnellement? Non, moi, personnellement, pas trop. Pourquoi? Parce que je suis très attaché aux liens que nous avons avec nos électrices et électeurs et que je n'aime pas les scrutins de liste qui éloignent les élus parce qu'ils s'anonymisent. Du coup, le NFP n'est pas d'accord sur ce point? Moi, j'ai une position que je viens de vous livrer, qui n'est pas celle des socialistes, qui n'est pas celle du NFP. Donc, je suis aussi capable de me plier à un exercice collectif. Donc, si cette question devait venir et que François Bayrou la mettait sur la table, bien sûr que nous saisirions cette balle au bond et que nous réfléchirions ensemble au mode de proportionnel. Parce que là aussi, sous le même vocable, il y a 10 façons oui, mais ça fait différentes de partie l'organiser. du point d'accord qu'il pourrait y avoir entre François Bayrou et vous au PS. C'est un des points d'accord qui pourrait exister, bien sûr. OK. Alors, on oublie souvent que ça vient des européennes, tout ça. C'est-à-dire que c'était Raphaël Glucksmann qui était votre tête de liste. Aujourd'hui, on se demande, il se veut le porte-parole de la social-démocratie, mais on s'interroge sur les relations qu'il a avec vous, avec le Parti socialiste. Est-ce qu'il fait partie de votre équipe ou est-ce que les relations sont désormais chacun de son côté? Non, bien sûr que non. Moi, j'ai eu plaisir à faire campagne avec Raphaël Glucksmann. Vous avez eu plaisir. Et je continue à dialoguer avec plaisir avec Raphaël Glucksmann, même si nous ne sommes pas toujours d'accord, mais je le considère comme un ami et comme un allié politique. Et donc, je n'ai pas de problème, mais ma vision à moi est une vision d'une gauche qui parle à toute la gauche. Et je considère que nous n'avons pas à dresser les gauches les unes contre les autres, mais au contraire à les fédérer. C'est une critique à Raphaël Glucksmann. Non, c'est une façon de dire que nous avons parfois des différends, là aussi, qui peuvent justifier parfois des écarts entre nous. Mais ça ne veut pas dire que nous ne dialoguons plus, ça ne veut pas dire que nous ne nous apprécions plus. Et moi, je considère que Raphaël Glucksmann est pleinement de gauche. Voilà. D'accord, mais il y a des petites différences. Merci Sophie. Merci Olivier Faure d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique, le dernier de 2024, qui a réservé bien des rebondissements. C'est la politique comme on aime vous la faire vivre. On se retrouvera le 5 janvier pour démarrer 2025 de bon pied. Tout de suite, ici 12-13, actualité de la mi-journée dans votre région. Bon après-midi, merci et à très bientôt. La politique continue évidemment.